Laissez-moi vous raconter une histoire parfaitement fictive. Il existe 14 standards d'encodage de vidéos qui se font concurrence. C'est n'importe quoi. Il faut à tout prix créer un standard qui unifie tous les autres standards. Résultat, il existe maintenant 15 standards d'encodage de vidéos qui se font concurrence. Situation fictive mais qui semble pourtant totalement réelle, surtout dans l'encodage de vidéos où les formats semblent toujours plus nombreux. Heureusement, il y a quelques années, un lecteur universel, VLC, a vu le jour. Mais alors, pourquoi la gestion de la vidéo est-elle aussi compliquée ? Quel est l'avenir de ce format ? Et surtout, l'explosion de la production de vidéos engendre-t-elle une explosion de la consommation de ressources ? Pour répondre à ces questions imagées, je ne reçois pas Mike TV, mais il s'y connaît en flux vidéo. JB, bonjour. Salut. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev DEV pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors JB, est-ce que tu vas te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis un geek parisien, j'ai 39 ans, je suis le président de l'association Vidéolan et je bosse sur VLC et les technologies open source autour de la vidéo depuis 17 ans. Alors c'est vrai, alors du coup je reprends la conversation qu'on a faite en début du live, mais il n'y avait pas de micro, donc comme ça les gens pourront l'avoir pour la première fois. Dans un de tes job titles que j'ai vu sur internet, était indiqué comme Video Startups Founder, parce que tu as toujours été quasiment sur des sujets de vidéo. Quasiment, il y a une exception récente, mais ouais, je fais que de la vidéo. Pourquoi t'as toujours une appétence particulière pour ce domaine-là ? C'est quoi le truc ? Alors, moi j'ai toujours eu une appétence sur le film, vraiment, et la série. Mais surtout, j'ai très tôt eu une appétence pour tout ce qui était informatique, mais surtout la vidéo, enfin le multimédia en général, c'est pour moi un des sujets les plus compliqués et les plus complexes en informatique. C'est très difficile d'avoir des résultats, il faut vraiment travailler d'arrache-pied pour y arriver, et il y a beaucoup de choses à comprendre. Et ça c'est vraiment intéressant, tu peux jamais t'arrêter, il y a toujours des choses à faire, et c'est la vidéo. Alors j'aime beaucoup ce distinguo, encore une fois, entre compliqué et complexe. Et toi, c'est quoi, tu avais envie de tacler des problèmes quand même justement assez compliqués et complexes à la fois. Et il se trouve que coup de bol, tu avais une passion pour la vidéo et c'était le cas. Tu vois, pour toi, c'est quoi la priorité ? C'est la complexité ou la vidéo ? Moi, en fait, moi, je suis quand même ingénieur dans l'âme. J'ai toujours voulu, quand j'étais petit, je dessinais des voitures, la voiture du futur, etc. Donc, j'ai toujours eu cette envie de créer quelque chose. La vidéo, en fait, il y a vraiment un champ des possibles qui est important. Et le fait que ce soit complexe et que tu aies toujours des choses à apprendre, c'est génial parce que tu t'embêtes jamais. Et tu le vois beaucoup, hein, et c'est un des risques quand tu es notamment dev ou technique, c'est de devenir un expert d'un sous-domaine, d'un sous-domaine, d'un sous-domaine, d'un sous-domaine. Au bout de 5 ans, c'est dur. Par exemple, moi, on m'a proposé de faire une thèse, et j'ai pas fait de thèse parce que je savais que j'aurais pas pu rester 3 à 4 ans sur un seul sujet. Ah, je vois. Alors du coup, on va parler effectivement aujourd'hui de vidéo processing. Alors déjà, de manière très simple, pourquoi est-ce que c'est si compliqué et si complexe à la fois ? Alors, c'est compliqué parce que la quantité de données, elle est délirante. C'est-à-dire que les gens, ils ne veulent pas comprendre, mais en théorie, une vidéo non compressée, on parle de quelques gigaoctets par minute. C'est-à-dire qu'on est tu étais habitué à ton DivX de 700 mégaoctets qui rentrait sur un CD pour un film, ou un Blu-ray de 7 gigas. Là, normalement, non compressé, c'est ce que tu as en quelques secondes. C'est de l'ordre de la seconde. Donc en fait, il faut compresser les données d'un facteur 100, voire d'un facteur 1000. Et ça, il y a très peu de domaines où tu acceptes ça. Et donc, pour faire ça, en fait, tu perds des données. Tu fais de la compression avec perte. Et tu as plein de façons de faire de la perte. Mais en fonction des utilisations derrière, tu vois, en fonction de si tu es en train de faire un stream pour Twitch ou si tu es une caméra d'une voiture autonome, tu n'as pas envie de perdre les mêmes informations. Donc, résultat, tu as beaucoup de façons de compresser différemment. Et ensuite,
tu as plus ou moins de niveau de qualité. C'est-à-dire que quand tu es en train de regarder un film en streaming sur Netflix, tu n'as pas besoin d'énormément de qualité, mais c'est quelque chose de masse, donc tu veux vraiment économiser tes ressources. Quand tu regardes quelque chose au cinéma, en fait, tu veux une vraie expérience, tu veux une vraie qualité. Donc en fonction de ça, tu as plein de formats qui compressent plus ou moins. Et en plus, pour finir là-dessus, il y a beaucoup de brevets. Donc il y a beaucoup de formats qui sont là juste parce que les autres sont des formats avec beaucoup de brevets et qui coûtent très cher. Donc là, tu parlais de 14 formats, c'est évidemment la référence à XKCD. Exactement. Jamais de la vie, ça m'arrive. Moi, dans VLC, des codecs, j'en ai 400. Des formats, j'en ai, je sais pas, 70, 100. Des formats de sous-titres, des formats audio, j'en ai x10, x100. Et ça, tu multiplies. Donc la probabilité de combinaison dans VLC, elle est de l'ordre de 10 millions de formats. Tu vois, on n'est pas du tout sur le 15. Tu vois, et donc, c'est vraiment délirant. Et en plus, les gens veulent toujours plus de résolution, donc toujours plus avec des téléphones et des laptops qui sont de plus en plus légers. Donc en fait, on demande de faire des miracles. Et du coup, cette prolifération de standards, c'est quoi? C'est aussi une volonté de chaque constructeur qui se dit non, moi je veux faire mieux que les autres. Tout à fait. C'est une communauté open source qui en produit aussi à tire-larigot, ou il y a aussi ce que tu évoquais tout à l'heure, le fait qu'effectivement une caméra d'une voiture autonome versus une caméra... Alors, tu as tout. Dans le monde professionnel de la vidéo, il y a beaucoup de vendor locking. Des gens comme Panasonic, Sony, Dolby, ils adorent te mettre des solutions qui ne fonctionnent qu'avec eux. Comme ça, une fois que tu as acheté un truc, tu continues à acheter chez eux, ça te coûte une fortune. Et eux, ça leur fait une rentabilité à vie. Donc là, il y a ça, il y a différents usages, ça c'est clair. Et puis, il y a aussi des communautés open source qui essayent des choses. Ok. J'avais vu il y a très longtemps que à l'époque de la concurrence entre la VHS et le Betamax, l'industrie du porno a choisi le VHS et du coup le VHS a gagné. Tout à fait. Il y a eu après le DVD versus le Laserdisc et du coup c'est l'industrie du porno a choisi le DVD et le DVD a gagné. Après il y a eu le HD DVD versus le Blu-ray. L'industrie du porno a choisi le Blu-ray et du coup le Blu-ray a gagné. Est-ce que dans le monde des codecs, il y a du coup aussi ce sujet-là où en fait maintenant il y a tellement de plateformes? Alors la réponse c'est non. Et ensuite, je vais un peu te challenger ce que tu viens de dire. Ça, c'est vrai. Et l'industrie adulte, en fait, est souvent précurseur. Mais surtout, l'industrie adulte, c'est pas que c'est les premiers à le prendre. C'est juste qu'ils font les choix les plus rentables. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont très vite vu que faire une production en VHS et avoir un magnétoscope VHS, ça coûterait moins cher, beaucoup moins cher que le Betamax. Et donc, ils ont dit... Ça, c'est plus rentable pour nous parce qu'ils font des productions avec beaucoup moins de budget et dont la qualité vidéo était moins importante. Donc en fait, c'est pas la raison du succès. C'est juste qu'en fait, c'est le premier signe avant-coureur. Et les gens ont tendance à l'oublier. Juste qu'ils ont des contraintes financières qui font qu'ils font souvent les meilleurs choix et les choix les plus simples. Et c'est aussi ce qui marche tout le temps. Pour le cas du Blu-ray, c'est pas vraiment à cause du porno, parce que le porno était déjà passé en ligne. C'est une question plutôt de gros sous et de bataille de brevets. Ok. Du coup, on me demande dans le chat si le succès de VLC est grâce à l'industrie du film adulte. Alors, bon, c'était pas trop un sujet que je voulais aborder, mais pourquoi pas. En fait, l'industrie adulte en fait, a des vidéos de qualité différentes et de formats différents. Donc, par exemple, c'est vrai que... on a des supports de codec qui sont, ou des bugs qui ont été juste parce que les films adultes ont été encodés avec certains encodeurs qui faisaient toutes les plateformes adultes qui le faisaient. Mais la raison du succès de VLC, c'est clairement pas l'adulte. Ouais, ok. Donc du coup, on a évoqué cette complexité de la vidéo en tant que telle. Il y a un sujet aussi qu'on avait évoqué en préparation de cet épisode. Donc, déjà, on a compris que la vidéo, déjà juste la partie encodage et la partie diffusion, c'est déjà compliqué. Mais il y a aussi un sujet sur lequel toi tu bosses, c'est toute la partie montage. Et au final, tu rajoutes une complexité, j'ai presque envie de dire humaine, d'interface, c'est-à-dire de réussir à agencer un film. C'est au final techniquement, enfin humainement compliqué, quoi. En fait, quand tu regardes les logiciels de montage vidéo, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que c'est quand même des logiciels où, en fait, tu as plein de trucs partout, ça te fait peur. Et quand tu fais un clic droit, tu as un menu, et dans le menu, il y a un sous-menu, et dans le sous-menu, il y a un sous-menu, et à chaque fois, il y a 40-50 options. C'est vraiment des travaux qui sont très compliqués, mais c'est intéressant parce que non seulement il faut décoder très vite,
Mais en plus, il faut que les gens puissent utiliser ça de façon correcte. Et on n'y est toujours pas. Tu as bien vu l'organisation d'un podcast, c'est quand même, on n'est pas encore sur des outils qui sont très simples. Ouais. Et il y a aussi une difficulté de réussir à monter un film avec des vidéos qui ont des encodages différents. Alors ça, c'est en plus un autre problème. Alors, la plupart des éditeurs vidéo, ils s'affranchissent de ce problème en disant, notamment les professionnels, ils réencodent tous dans un seul format. Le problème, c'est que c'est pas toujours évident. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, tu as une vidéo qui a 50 fps, une à 60 fps. Comment tu fais Tu vois, par exemple, il y a des plateformes comme PlayPlay ou des choses comme ça qui font des mashups. Ou plein d'applis, hein, d'ailleurs, Stupéflix et des choses comme ça. Et le résultat n'est pas toujours génial, justement, parce qu'il y a des contraintes de framerate, et tu ne peux pas toujours faire des conversions. Enfin, tu peux avec des outils qui coûtent beaucoup plus cher. Et du coup, tu te rajoutes aussi tout un travail de traitement de l'image. Au moment où tu réencodes, en fait, tu as tout un travail en plus en général de manipulation de l'image. Il y a beaucoup de travail sur le décodage, l'encodage, mais il y a tout ce qui est filtre vidéo, filtre d'amélioration. Par exemple, quand vous affichez une vidéo, très rarement c'est la vidéo brute. Il y a toujours eu un filtre de Sharpen, un filtre. Il y a énormément de filtres. Et puis, ce qu'on disait un peu avant, quand on parlait de voitures autonomes, des détections d'objets dans la vidéo. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur la vidéo une fois que tu as décodé. Okay. Et ensuite, il faut l'afficher. Et bizarrement, afficher de la vidéo, c'est pas aussi simple qu'on pourrait croire. Parce que on pourrait croire que c'est l'inverse de l'encodage, au final. Et bien finalement, en fait, l'encodage, c'est plus facile que le décodage. Et l'affichage, c'est difficile. L'encodage, en fait, on arrive, tu as une vidéo, elle est brute. C'est-à-dire que tu as les pixels un par un et il suffit qu'ils sont pleins et tu en fais ce que tu veux. Donc, et puis, ton encodeur, il choisit, il fait plein de choix pour savoir comment il va encoder en fonction du bitrate. Il a plein de paramètres et il y a plusieurs façons de faire. Le décodage, c'est plus compliqué parce qu'en fait, tu dois être exact. C'est-à-dire que tu as une vidéo en entrée, il n'y a qu'une bonne façon de décoder, il n'y en a pas deux. Donc, tu as très très peu. Et donc, il faut être parfait dans tous les cas, même quand les encodeurs ne respectent pas les spécifications. Et enfin, mais ça, j'ai envie de te dire, même le décodage, après, il faut gérer le fait qu'il y a souvent des données qui sont abîmées, ce qui a été une des raisons pour laquelle VLC était connu, c'est que c'était capable de lire des vidéos qui étaient abîmées très très tôt. Une fois que tu as ça, il faut être capable de les afficher. Et là, en fait, tu arrives sur la complexité de tu es sous Mac, tu es sous PC, tu as 28 000 cartes graphiques, tu as des milliards de drivers plus ou moins bons, tu es sur téléphone, voilà. Et des bugs, en fait, des cartes graphiques, moi j'en ai des centaines. Donc en plus, tu dois aussi travailler autour de tous ces trucs-là. Et juste afficher une vidéo, c'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas une couche d'abstraction sur les... Elles sont toutes buggées. Ok. Mais c'est normal, en fait. Il y a tellement de complexité. Ça, tu vois, c'est pas méchant, mais tu vois, quand j'ai des devs Android qui me disent tu comprends, Android, c'est difficile, il y a beaucoup de fragmentation. Ils veulent dire il y a 5 versions d'OS différents et il y a plusieurs résolutions, quoi. Ça va. Moi, nous, on a des cas à gérer en fonction du chipset du téléphone, tu vois, en décodage matériel. Et puis, surtout, en vidéo, tu as 16 millisecondes pour afficher une image, tu as 16 millisecondes, tu n'en as pas 17, quoi. Une image, elle doit être affichée au bon temps, sinon c'est pas fluide, sinon il y a un problème. Donc, la vidéo, c'est un sujet qui est vraiment pas simple à appréhender, mais c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que tu t'embêtes pas, quoi. Oui, parce que du coup, tu es obligé de te confronter à des limitations matérielles, notamment du player. Bien sûr. Donc tu descends vraiment régulièrement très bas dans les couches. Moi, j'ai écrit de l'assembleur, j'en écris plus trop, mais là, j'ai dirigé, je sais pas comment tu dis, le projet qui s'appelle David, qui est le décodeur AV1 open source, qui est utilisé maintenant dans macOS, dans Windows, dans tous les Chrome, dans Firefox, dans VLC, dans FFmpeg. Donc dès que tu vois de l'AV1 qui n'est pas décodé en matériel, c'est VLC, donc pas mal de trucs sur WebEx, Zoom, Netflix, YouTube, Facebook. Et ça, c'est un décodeur qu'on a écrit, c'est 30 000 lignes de C, 200 000 lignes d'assembleur écrits à la main. Donc, je pense qu'on est les seuls barjots à écrire autant d'assembleurs. Peut-être dans le monde propriétaire, mais en tout cas dans le monde open source, je connais personne qui ait jamais fait ça. Et en fait, t'en as besoin, quoi. C'est qu'en fait, mais sinon, ça passe pas. Et donc, c'est... toi, avant, en vidéo, tu rigoles en disant chaque milliseconde est importante. Là, on est à chaque cycle, en fait, de CPU est important. Et c'est pas parce que c'est... Alors, d'abord, c'est marrant. Si, c'est vrai, on est des geeks, c'est marrant. Mais on fait pas ça juste parce que c'est marrant. En fait, c'est nécessaire. Donc, en fait, en vidéo, toi, les devs autour de VLC et FFmpeg, ils considèrent que tout ce qui est au-dessus du C,
c'est high level language, tu vois. C++, c'est high level, tu vois. Rust et C++, c'est high level. Alors que tu discutes avec un mec, un dev web, lui, il considère que ce qui est high level, c'est le JavaScript et tout le reste, c'est du bas niveau. Donc on ne discute pas forcément au même niveau, mais en fait, tu n'as pas le choix. T'as pas le choix parce que ton téléphone, il a beau avoir plein de transistors, ça consomme de la batterie. Donc en fait, il faut vraiment optimiser. Ok. Après, tu dis que c'est nécessaire, que c'est indispensable d'avoir ce niveau de performance et de descendre aussi bas. Je ne sais pas si tu connais le principe de Jevons qui dit qu'en fait, c'est l'image quand tu prends une autoroute qui est bouchée, tu rajoutes une voie, bah, en fait, tu as toujours des embouteillages parce que du coup, il y a plus de gens qui l'utilisent. Oui. Si on part un petit peu du même principe ou que je grossis le trait, est-ce qu'au final, si toute la team VLC, vous n'aviez pas fait ce travail gargantuesque ou colossal, enfin, je ne sais pas comment on peut le dire, de permettre d'encoder et de décoder autant de choses aussi vite, de manière aussi efficace, dans les qualités qu'on peut connaître, au final, peut-être que personne ne l'aurait fait et que du coup, on n'en aurait pas besoin. Tu l'aurais fait En fait, ce qui tire l'industrie, c'est pas VLC, c'est le matos de professionnels, les cartes graphiques, etc. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a démocratisé ça. C'est-à-dire que tu peux le faire sur des ordinateurs beaucoup moins puissants. Mais sinon, en fait, il faudrait que, tu aurais besoin d'ordinateurs plus puissants, qui coûteraient plus cher, avec des cartes graphiques plus puissantes, et pareil pour des téléphones. Donc en fait, je pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit. C'est juste qu'on a démocratisé la diffusion pour éviter d'avoir des gens qui sont très fortunés, qui sont capables d'avoir les hautes qualités, et pas les autres. Est-ce qu'il y a... tu vois, tu l'as dit plusieurs fois que toi, tu es un ingénieur, vous êtes une équipe de geeks passionnés, ça vous fait forcément kiffer de relever ces challenges-là. Quand tu vois une partie de votre taf qui est embarquée directement dans macOS, dans un Windows, dans un Android, est-ce qu'il y a une fierté de dev de se dire mon taf finit là-bas? Est-ce que pour toi, c'est un projet comme un autre qui embarque tes solutions open source? Est-ce qu'au contraire, pour toi, c'est... un grand méchant américain qui du coup embarque ton travail. Alors le grand méchant américain, non. En tout cas, c'est des mauvaises boîtes et c'est des boîtes toxiques, mais pour d'autres raisons. Mais c'est pas pour ça. Si jamais tu veux pas te faire piller ton travail ne fais pas d'open source. Ça fait partie du jeu. Par exemple, David, le but c'était que ce soit partout. On a mis une licence qui est proche du MIT, une BSD 3 clause. Donc là, c'était pour tout le monde. Sur VLC, on veut justement pas forcément aider. Donc c'est du LGPL pour le core et LGPL. Donc tu as plein de licences open source, c'est pas très grave là-dessus. De la fierté, je dois avouer, pas tant que ça en fait. En fait, quand tu te rends compte, quand tu discutes avec les gens chez Apple, chez YouTube, chez Netflix, etc., ces grands noms, tu te rends compte que la plupart, ils sont pas beaucoup plus malins que toi, voire pire. Donc non, j'ai pas vraiment... Ah, c'est sûr, il y a des têtes, il y a des grosses têtes, mais... Ouais, mais bon, même dans l'open source, t'en as quelques-uns, c'est des grosses têtes. Mais il y en a pas beaucoup. Il y en a plein, ils sont là, ils ont fait des bonnes écoles, ils sont des bons ingés, mais il n'y a rien d'incroyable. Donc j'ai pas spécialement... Ce que j'aimerais bien, par contre, c'est qu'ils contribuent un peu plus. Et ça, je trouve que parfois, ils se moquent un peu du monde. Et Apple, même pourtant, il me semblait qu'avec quand ils ont viré Flash de leur plateforme et j'avais l'impression qu'ils avaient quand même pas mal investi sur le... c'est quoi, c'était H200... C'était quoi déjà leur... En H264 et HEVC ? Ouais, mais non, Apple... Alors déjà, sur le départ de Flash, ça a été mal fait. Il y avait des façons beaucoup plus intelligentes de le faire. D'accord. Voilà. On se retrouve quand même, 10 ans après la fin de Flash, on a quand même des trucs qu'on pouvait faire en Flash qu'on n'arrive toujours pas à bien faire en web, ce qui est quand même absolument honteux, quoi. Ce qui montre bien qu'il y avait des trucs quand même bien faits dans Flash. Non, parce qu'en fait, Apple, très tôt, en fait, ils ont aussi des brevets. Donc, tu vois, ils sont passés en H264, en H265. Ils ont des brevets, donc ils récupèrent des... Donc, c'est pas des moves qui sont très, très utiles pour la vidéo, voire très altruistes. Ouais. Dans cette complexité, du coup, d'encodage et de décodage, donc tu nous as bien parlé, effectivement, de l'importance des temps de réponse. Quand on fait du streaming, par exemple, comme ce qu'on fait aujourd'hui dans cet enregistrement, est-ce que du coup il y a une complexité qui est accrue par cette notion de live, ou est-ce que du coup on fait juste un trade-off en disant on baisse un peu la qualité pour compenser le... Alors tout à fait, en fait quand tu fais du live, tu peux passer moins de temps à encoder parce que tu fais de l'encodage en temps réel, et donc notamment tu ne sais pas ce qui arrive après. Et donc en fait tu peux pas, quand tu encodes pour un DVD, tu analyses tout le film et tu sais que tu as des scènes qui vont être plus complexes, et donc tu vas réserver plus de bits pour les scènes complexes.
Là, en fait, tu sais pas ce qui va se passer, tu vois. Ça se trouve, dans 5 minutes, il y a une girafe qui va arriver, et sauf que toi, tu es limité en bande passante, donc en fait, il y aura beaucoup de pixels qui vont changer, il y aura besoin de plus de qualité. Donc, l'encodage live, et notamment l'encodage live temps réel, est un vrai sujet. Mais, bon, après, c'est une bouillie de pixels sur Netflix, sur Twitch, donc de toute façon, c'est pas très grave. Mais le vrai sujet, en fait, c'est, pour le live, c'est la distribution. C'est être capable de distribuer très rapidement à travers des CDN à plein de gens. Et d'ailleurs, la latence entre le moment où on parle et les gens qui nous écoutent, c'est principalement dû à ça. Du coup, je découvre effectivement plein de logiques en fait, de compression de vidéos. C'est vrai que je n'avais pas pensé au fait que sur un DVD, en fait, tu connais le film de bout en bout. Donc tu peux effectivement compresser 400 images à la suite parce qu'en fait, c'est une personne qui parle sur un fond noir. Et donc, Si tu avais fait du piratage, ce que bien sûr jamais tu n'as fait parce que Bien tu as sûr. toujours été très très sage et que surtout jamais tu as téléchargé des trucs parce que ça c'est vraiment pas très bien, tu saurais que quand on encodait des films, notamment on parlait en encodage en 2 passes. L'encodage Exact. en 2 passes, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'en fait tu fais une première enfin, je me passe. souviens, j'en ai entendu parler. Oui, bien sûr, évidemment. La première passe, en fait, tu analyses la complexité de l'image, donc tu fais des détections de scène, tu regardes, en fait tu fais, tu fais des différences d'images et tu récupères les résiduels que tu encodes, et donc tu vois, en fait, très rapidement quel est le niveau d'entropie nécessaire, quel est le niveau de complexité des scènes d'après. Et donc, en fait, tu peux régler ton bitrate en disant, bah voilà, sur les 20 prochaines secondes, je vais pouvoir réduire. Euh, Quand tu es sur un satellite ou la TNT, en fait, c'est encore plus précis, c'est qu'en fait, tu n'as vraiment pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, on te donne 4,5 mégabits, on te donne 4,5 mégabits, et pas 4,51. Tu vois. Donc, voilà, donc ça, c'est le principe qui est... Et donc, en live, c'est d'autant plus difficile. Ouais. Alors j'imagine que tu as dû échanger aussi avec des gens qui travaillent dans la compression de manière globale. Est-ce qu'il y a une complexité supplémentaire dans la compression de la vidéo, de l'image en général, ou c'est simplement induit par la rapidité d'encodage, enfin, de coût de compression et de décompression? Tu penses à quelle autre compression que Bah, l'image? un truc tout bête, le zip, par exemple, le fait de compresser un fichier. Non, mais en fait, on ne parle pas du même monde. C'est-à-dire qu'un zip, tu divises par 2, tu divises par 5. Quoi. Là, on divise par 1000. Donc, en fait, on passe tout de suite dans le monde du multimédia audio et vidéo, on supprime énormément de données. Donc la difficulté, c'est de savoir tricher pour ton œil et ton oreille qui sont imparfaites pour pouvoir voir si on peut dégager des trucs. Principalement, puisque tu as un peu plus que 25 ans maintenant, tu n'entends quasiment plus aucune fréquence au-dessus de 15 000 Hz. Je suis désolé pour toi, t'inquiète pas, c'est même que pour moi. Et tout ce qui est en dessous de 30 Hz, ça va être très difficile. Donc en fait, tu peux te dire, je vais enlever tout ce qui est... De toute façon, la plupart de la musique, je vais... voilà. Et donc tu vas dire, tout ce qui est au-dessus de 8000 Hz, je vais l'encoder beaucoup moins bien. En fait, c'est dû au fait que ton oreille humaine, elle est limitée, elle vieillit, et les hautes fréquences et les basses fréquences, tu les entends moins bien. Donc là, et donc ça, c'est de la destruction. Un zip, tu détruis pas, quoi. Tu vois, la compression habituelle d'un zip, d'un Borotli, d'un LZ4, tu ne supprimes aucune donnée. Donc, le FLAC, d'ailleurs, ça divise par 2 les données, et ça, c'est vraiment un zip. Mais tout le reste, c'est de la destruction très très forte. Et tu as des codecs audio, notamment genre Hydra, enfin Opus, Hydra 2 et des choses comme ça, où vraiment, c'est incroyable ce que ça enlève comme données. Donc, c'est un domaine qu'on appelle malheureusement psychovisuel et psychoacoustique, qui est qu'est-ce que j'ai le droit d'enlever pour que les gens ne le voient pas. Et par exemple, une image fixe, par exemple, je sais pas si tu regardes un truc sur Netflix, quand tu poses, tu trouves que quand même, c'est pas beau. Hein. Alors qu'en fait, quand tu l'as vu, ça c'était pas gênant. Mais en fait, c'est parce qu'il y a aussi toute la partie de mouvement, une scène sombre qui a beaucoup de mouvement, bah, finalement, tu sais que tu peux tricher beaucoup plus. Si tu as une différence de lumière dans une scène, bah, en fait, tu vas te rendre compte que ton œil voit beaucoup mieux. Et aussi, on se base sur le fait que dans ton œil, tu as des cônes et des bâtonnets, donc tu vois différemment la brillance, la luminosité, que les couleurs. Donc par exemple, les couleurs, on les dégrade énormément, et toi, tu le vois très très peu. Et c'est vrai que dans cette discussion, tu vois, je te demandais tout à l'heure si tu avais des couches d'abstraction sur les OS qui te permettent d'éviter des problèmes de bas niveau. Mais tu vois, j'y repense en même temps. Quand tu vas à la Fnac et tu regardes ton écran de télé qui diffuse tous le même film, tu vois bien en fait qu'il y a des différences flagrantes de qualité d'une télé à l'autre. En fait, et c'est vrai qu'il y a Alors, il un truc il que faut tu faire contrôles pas attention. là-dessus. Faut faire attention à la Fnac. Oui, parce bien que sûr, ils trichent règlent. en fait, ils règlent assez mal les télés. Mais oui, c'est tout à fait. C'est que tu as aussi une question de rendu, de couleur. Alors, il y a des abstractions, mais ça ne suffit pas. Sur le
l'émergence aussi dans ces nouveaux flux. Donc, il y a le 4K qui est arrivé. Euh, 8K. Le 8K aussi, alors, Allez. qui est moins Moins mainstream pour le moment, qui nécessite des télés d'une taille assez colossale, donc des appartements aussi qui vont avec, bref. Est-ce que ça... tu vois, déjà, question bête, quel est le... Est-ce que du coup, passer d'une vidéo Full HD à une vidéo 4K, c'est une difficulté multipliée par 4, du coup? Ou est-ce que c'est au contraire, c'est exponentiel sur les sujets d'encodage, décodage et autres? Alors, en théorie, c'est moins que multiplié par 4. Donc la théorie, on est d'accord, c'est 4 fois plus gros. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu fais de la complexité. Ok, elle reste multipliée par 4, mais en fait, tu peux réutiliser plus de trucs dans une image qui est plus grande. Et donc, en fait, tu vas faire plus de prédictions inter dans l'image. Et donc, en fait, souvent, quand tu passes du Full HD au 4K, tu fais pas x4 en bande passante, mais tu vas multiplier par 2 la bande passante. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en même temps que le 4K est arrivé, le HDR, qui veut dire tout et rien, mais qui veut dire plusieurs choses. D'abord, on passe à 10 bits par pixel au lieu de 8 bits par pixel. Donc là, tu as une augmentation de 25%. Tu as des métadonnées, en fait, justement, de luminosité. Et tes courbes de luminosité, elles changent. Donc en fait, très vite, non seulement il faut pouvoir faire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire adapter pour garder des bits un peu pour les images d'après, mais surtout il faut se préparer au changement de luminosité potentiel. Donc ça veut dire que tu augmentes la complexité. Donc l'encodage, je pense que ouais, t'es passé un film HD en film ultra HD, quoi, classique HDR, etc. Ta complexité, elle est x8, x10. Donc tu montes d'un ordre de grandeur. Le décodage, en fait, il est quasiment linéaire en fonction du nombre, pas de pixels, mais du bitrate, quasiment. Sauf que, en même temps, tu prends des nouveaux codecs, parce que les nouveaux codecs, ils compressent mieux. Et donc, à chaque fois que tu montes d'une autre génération de codecs, tu montes d'un ordre de grandeur en complexité. Donc, ça veut dire que, par exemple, le HEVC, c'est 10 fois plus dur à décoder que le H264. Et le VVC, c'est 10 fois plus compliqué à compresser, à décompresser et à afficher. Donc, après, tu peux te dire... Et ensuite, après, il y a toute la partie affichage. Ouais. Alors de fait, on a un problème, c'est que... Et l'autre problème, c'est que tu montes en fréquence, 60 fps, donc au lieu d'avoir, 33 secondes, 33 millisecondes pour afficher une frame, tu n'en as plus que 16. Et sauf qu'il faut uploader une texture plus grande. Et donc en fait, finalement, ta marge de manœuvre relative par rapport au temps, elle est plus faible. Donc ça devient plus compliqué, ouais. Et donc notamment... tu es obligé aujourd'hui de mettre beaucoup plus de choses dans le matériel et donc plus en CPU, et tu contrôles beaucoup moins. Alors, programmer sur un CPU, c'est génial, on contrôle vraiment tout. Sur un GPU ou en shader, c'est autrement plus compliqué. Donc tu as une perte, donc tu dois rajouter des abstractions. C'est plus de travail à développer. Canon. Ma question va peut-être paraître très néophyte, mais tu évoquais dans ta réponse que du coup tu traites des courbes de couleur, des courbes de luminosité qui sont différentes. Alors, encore une fois, ma question peut peut-être te paraître très néophyte, mais du coup, moi, dans la perception que j'avais, c'est que du coup, tu as un capteur d'image sur la caméra qui, du coup, effectivement, va te dire que tel pixel, il a été frappé par tant de luminosité. Tel sous-pixel. Tel sous-pixel. Ouais. Oui, parce que du coup, pour chaque pixel, tu as le rouge, le vert, c'est ça ou... En général, donc c'est ce qu'on appelle un capteur bayésien. Tu as en général un bleu, un rouge, deux verts. Ouais. Donc ça va te donner une intensité de chaque luminosité de chaque sous-pixel, du coup. Tout à fait. Donc ça, c'est ça que tu encodes pour en faire après, du coup, une vidéo. Mais du coup, tu vois, en fait, de ce que je crois comprendre de ta réponse, c'est que c'est cette information-là que tu vas régurgiter aussi après, derrière, à ton écran. Alors, tu vois, je pensais qu'il y avait un travail qui était fait de réécriture et qu'en fait ton écran il avait pas, enfin si au final l'écran c'est ce qu'il a besoin parce que c'est comme ça qu'il allume ses pixels, mais en fait ce qu'on a dans le HDR, parce qu'on rentre dans le sujet du HDR qui est un sujet compliqué, si jamais en fait tu passes d'une scène très dark, tu vois, tu regardes un Batman, tu vois les derniers Batman, tu vois c'est très 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 dark et à un moment tu as une explosion, en fait tes yeux en fait ils sont dilatés, enfin tes pupilles, enfin ça s'est ouvert. Et si tu te prends le shoot à la luminosité directe, et ben en fait, tu t'es ébloui. Donc en fait, tu es obligé
de petit à petit, en fait, dans ta scène noire, demander dynamiquement à ta télé d'augmenter sa luminosité parce qu'il y a une scène très lumineuse qui arrive après. Et ça, en fait, euh, c'est des métadonnées qui sont temporelles et qui ne sont pas intrinsèques à l'image. Donc, il y a ça à faire. Et il y a le deuxième problème qui est quand tu as tu vois, par exemple, quand tu prends une photo de quelqu'un et puis il y a un soleil, tu vois en fait que tu ne le vois pas, la personne. Tu vois, tu la vois pas parce que d'abord, ton soleil, il est blanc. Ouais. Parce qu'en fait, sinon, comme tu fais de la quantité, donc en fait, on quantise les couleurs, c'est-à-dire que tu as 256 niveaux, bah en fait, tu n'as pas assez de détails à cet endroit-là. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu dis, bah non, en fait, il me faut plus de niveaux pour le blanc et un peu moins pour l'autre côté. Mais de l'autre côté de l'image, tu as un truc qui est dark, donc tu as besoin en fait d'avoir une échelle de luminosité qui soit différente. Donc ça te permet d'avoir plusieurs luminosités dans une même image et selon l'image. Donc effectivement, c'est des données que tu récupères pas au niveau du capteur, mais au niveau de l'encodage, en particulier parce que tu sais que ta télé, elle n'est pas parfaite. En fait, je suis. Pour moi, j'avais déjà une vague idée que l'encodage de vidéo, pour moi, il y avait une complexité mathématique sur ces notions de compression. Qui était effectivement un sujet partie important, maths, c'est facile. Mais je découvre en fait que c'est encore Non, plus... mais les maths, c'est des maths. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. T'arrives, c'est une F. Enfin, tu vois, t'arrives, tu découpes en blocs, tu fais un codage anthropique, tu fais une transformée de Fourier, une transformée en cosinus discret. Je veux dire, c'est techno, c'est quand même simple. Tu vois, c'est des maths, vraiment des trucs. C'est bête et méchant. Puis après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais un nouveau codec, tu as plus de directions, tu fais une FFT plus compliquée, tu mets des filtres de processing. C'est des maths. La difficulté, c'est tout le reste. C'est les métadonnées. Et je vais te dire, le truc qui va peut-être ce qui m'embête le plus dans VLC, c'est le rendu des sous-titres. Rendre du texte correctement, c'est hyper compliqué. C'est quasiment plus compliqué que la vidéo. Oui, parce qu'il faut faire en sorte que ce soit toujours lisible malgré la couleur de fond, c'est ça Non, juste aller récupérer pour tous les OS, dans toutes les langues, juste le bon dessin d'une lettre, c'est vraiment difficile. Est-ce que du coup, tu arrives encore à profiter d'un film où pour toi, tu vois toute la mécanique qu'il y a Ouais, derrière? je reste un énorme cinéphile. Par contre, par exemple, moi, je vois que dernièrement, l'encodage de Netflix est de mauvaise qualité et en fait se dégrade et enfin ça me gonfle vraiment. Donc, par exemple, je regarde beaucoup moins de Netflix, en particulier parce que la qualité descend, mais scénaristique, mais aussi parce que je trouve que leur encodage dernièrement est vraiment pas bon, quoi. Est-ce que les constructeurs de télé, d'écran, du coup, sont aussi utilisateurs des technos VLC? Bien sûr, bien sûr. Et puis tu regardes en fait, par exemple, toute la chaîne de production télé, en fait, tu as du VLC partout, juste pour vérifier, parce que en fait, tu arrives sur un moment où tout le monde a du matériel, et quand le matériel ne marche pas, comment tu fais pour vérifier? Il y a quasiment plus de lecteurs, donc en fait, il y a toujours un laptop avec un VLC qui regarde si la vidéo, elle marche. Et t'en es au point aussi, il y a des gens qui te disent, bah nous, si une vidéo, elle ne marche pas dans VLC, c'est que la vidéo est buggée. Ce qui n'est pas vrai, hein, VLC peut avoir des bugs. Ils disent, bah ouais, mais c'est pas grave, en fait, VLC, c'est partout. Si ça ne marche pas dans le VLC, il faut que le mec, avant, il travaille, quoi. Ouais. Alors, tu nous as fait découvrir, enfin survoler, j'ai envie de dire, déjà la complexité de la vidéo, qu'on est arrivé jusqu'au 8K. Donc, le 8K, c'est déjà un peu alors pas le turfu, mais c'est pas encore accessible en tout cas à grand monde. 8K HDR, 60 FPS. C'est l'objectif. Et c'est quoi du coup l'étape d'après? En préparation, on a commencé à parler de vidéo volumétrique. Ouais. Tout ce qui est AR/VR, tout ce qui est... Donc là, VR, moi, je pense qu'il y a un vrai sujet qui va arriver. Donc on a lancé ça, c'est mort parce que c'était beaucoup trop tôt. On commence enfin à avoir des casques corrects. Le Quest Pro, là, t'as envie de l'utiliser. C'est encore trop lourd, mais en tout cas, on commence à arriver au moment où tu as envie de l'utiliser. La vidéo, donc dans la 3D, donc ce qu'on appelle vraiment de la vidéo volumétrique, qui te permettrait de faire comme une scène 3D, mais à chaque texture est une vidéo. C'est à peu près l'idée. Pour le moment, il n'y a pas de bonne solution. D'ailleurs, aujourd'hui, en général, le monde de la 3D, c'est très difficile de partager une scène 3D. Aujourd'hui, en fait, on donne une application, tu vois, même Unity, parce qu'en fait, les modèles 3D, c'est très difficile à transporter. Si tu rajoutes en plus de la vidéo dedans, c'est infernal. Et surtout, ça prend beaucoup de place. Donc, l'idée de la vidéo volumétrique, c'est en fait d'encoder des points, et c'est assez compliqué. Il y a quelques boîtes en France qui font ça, mais ça, c'est un vrai sujet d'avenir. Tout ce qui est, tu m'excuseras du terme, métaverse, c'est-à-dire ramener de la vidéo dans le métaverse, dans un monde 3D. Aujourd'hui, d'ailleurs,
soit dans les métavers, soit dans les jeux vidéo, en fait, tu n'as pas beaucoup de vidéos, tu vois, tu n'as pas souvent une télé d'un YouTube dans une scène, c'est compliqué en fait. Oui, c'est comme j'avais découvert il y a quelque temps que, on a à peu près le même âge, tu dois connaître ça aussi, Duck Nukem 3D, qui était un excellent jeu. Il y avait un niveau où tu avais une salle de bain, tu avais un miroir. Et en fait, il y a cette notion de miroir dans un jeu vidéo, alors c'est peut-être maintenant que ça a changé, mais en tout cas à l'époque, c'était pas possible. On savait pas faire de miroir, cette notion de réfléchir la lumière à une image. Et donc en fait, c'était un espace vide dans le mur et tu avais de l'autre côté une pièce qui reproduisait en fait la même pièce dans laquelle tu étais. Ouais, alors tout ce qui est réflexion, c'est des choses qui sont compliquées. Non, là, le problème, il est plus que le monde de la 3D et le monde de la vidéo sont quand même deux mondes très éloignés et on n'est pas encore copains, quoi. Ah, donc moi je pensais que c'était tu vois, quand tu me disais qu'il y avait peu de vidéos dans le métaverse, pour moi c'était la même idée de ce reflet, c'est que c'est pas l'incrustation d'une vidéo dans une vidéo. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, de toute façon, on a tout ce qui est RTX, le calcul de reflet, c'est un problème résolu, tout ce qui est ray tracing. Non, là, le problème, c'est juste que, en fait, c'est deux mondes qui sont très loin, quoi. Okay. Donc, c'est pas forcément facile. Et donc, tu as beaucoup de lag, tu as beaucoup de problèmes de latence, etc. Donc voilà, donc il y a beaucoup de sujets toujours sur la démocratisation du 8K et de l'HDR, ça c'est sûr. Il y a un vrai sujet sur la VR et l'AR, qu'est-ce que ça va en devenir, personne ne sait. Et il y a vraiment le dernier sujet qui est les nouvelles encodages, c'est-à-dire les vidéos volumétriques, beaucoup de travail sur le son et notamment le son spatial. Voilà, c'est un peu les gros sujets qui arrivent. C'est ce qui semble aussi effectivement encore des sujets très, très compliqués et très complexes. Juste du coup sur l'AR, tu nous as dit tout à l'heure que le décodage est quasiment plus compliqué que l'encodage au niveau de l'affichage. C'est pas les mêmes problématiques. On imagine qu'en AR et en VR, tu as quand même l'écran qui est collé à l'œil et il faut que tu aies quand même un rafraîchissement qui est plus élevé et un matériel qui est quand même moins efficace aujourd'hui que... Ouais, ça, pour le monde vraiment de la vidéo pure, c'est moins grave. C'est moins différent. En fait, la plupart de ces casques, c'est des casques Android, en fait. Donc, pour nous, il n'y a pas beaucoup de différence. Le sujet, il est vraiment sur la fabrication du casque. D'accord. Et pareil, question qui va peut-être paraître très, très naïve, mais tu vois, je me dis que quand tu prends un film donc qui part d'une caméra qui te donne bien cette courbe de couleur et de lumière, bah c'est en gros tu ressors tu termines à la fin de la chaîne avec la même info que tu avais en entrée idéalement, en espérant, alors que sur un casque de VR tu as une image qui est créée par ordinateur. Du coup, comment est-ce qu'eux ils font pour créer cette matrice de... Et bah justement, c'est le même sujet en fait. C'est pour ça, je te dis, ramener de la vidéo dans un monde 3D, c'est compliqué justement parce qu'il y en a un qui normalement est censé refléter une vraie réalité et l'autre qui est quelque chose qui est complètement généré par l'informatique. C'est justement, il y a plein de problématiques de colorimétrie, il y a plein de problématiques de réalisme. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, plusieurs jeux vidéo, ils n'ont pas forcément le même rendu et tu veux... Et toi, ça ne te choque pas, ça fait partie du monde, mais si tu as une vidéo extérieure qui arrive, tu vas être vraiment choqué entre le rendu et je vais dire la patine en fait du moteur de jeu vidéo et l'affichage. Ouais. Du coup, ces sujets-là, est-ce que c'est des sujets sur lesquels toi tu bosses ou sur lesquels tu es consulté? Tu as cette partie de création d'images virtuelles? Je bosse un petit peu, mais surtout je suis consulté. Ouais. Parce qu'en fait, il faut préparer aujourd'hui les codecs et les formats dans 5 ans. Parce qu'avec VLC, en fait, vous créez des nouveaux codecs? Vous n'êtes pas uniquement dans le... Non, mais on fait partie, par exemple, de l'Alliance pour Open Media, avec Google, Facebook et tout ça, pour créer des nouveaux codecs. Et puis surtout, si c'est implémenté dans FFmpeg, c'est implémenté partout. Donc il y a des vrais sujets. Okay. Quand tu parles aussi de vidéo volumétrique, donc on se dit, en fait, déjà tu nous as expliqué qu'avec le HDR, tu rajoutes des métadonnées qui sont hyper compliquées à traiter. Avec la volumétrie maintenant... Allez, on y va, le son spatial, on se fait plaisir. Enfin, tu vois, une espèce de... Est-ce qu'au final, la seule solution pour vous, c'est que l'ordinateur quantique devienne performant pour tout le monde et que ce soit un truc mainstream? Non, parce que justement, donc nous, il y a en fait, on prend toujours le maximum de puissance disponible. Et ça va continuer. En tout cas, le multimédia est un des sujets. Le quantique, j'en ai fait un petit peu. J'ai participé à un rapport sur le quantique en 2007. Et je suis très bien le quantique. Aujourd'hui, on en est quand même très très loin. Ouais. Oui, c'est effectivement, on a encore de la marge. Mais tu vois, j'ai l'impression que vous avez un tel besoin de puissance et que c'est en telle explosion que j'ai presque l'impression qu'en fait que vous êtes au-delà de la loi de Moore, quoi. Mais c'est pour ça justement qu'on continue à écrire en assembleur. C'est-à-dire qu'on continue à apprendre à faire de l'optimisation très fine. Ouais. Et on continuera. Mais il y a un vrai changement avec les GPU aujourd'hui, où on commence, nous, à faire de plus en plus de trucs sur les GPU qu'on ne pouvait pas faire avant.
Alors du coup, on change peut-être un petit peu trop de sujet, mais est-ce que du coup l'arrivée d'Apple dans le cercle des fondeurs, enfin des créateurs de processeurs en tout cas, est-ce que pour toi ça a été un... Pour moi, c'est un changement majeur parce que ils sont en train de mettre un coup de pied au cul à des mecs qui passaient leur temps à dormir, quoi. Enfin, Qualcomm, avec les Snapdragon, il n'y a rien qu'à changer depuis quelques années. Et Intel, ils sont complètement endormis. Donc là, il y a un vrai changement avec Apple qui est... je ne suis pas un spécial fan d'Apple, mais quand tu testes un M1 ou un M2, c'est des machines qui sont hyper agréables, en tout cas au niveau processeur. Euh, et ça, c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Et donc, j'aimerais bien que ça bouge un peu les gens. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que ça veut dire qu'il y a plus grand monde qui peut compete. C'est-à-dire que, toi, et maintenant, faire des chips, chaque usine, elle coûte 10 milliards. Ça commence à faire cher. Ouais, la barrière d'entrée, effectivement, c'est assez élevé. Et donc voilà, et en fait, ça, c'est gênant parce que ça veut dire que tu as une concentration des richesses et des capacités de produire et de faire évoluer la techno qui est de plus en plus limitée. Apple, enfin, la plupart des GAFAM, pour moi, ont beaucoup trop de pouvoir. Et du coup, est-ce que dans la philosophie Apple, est-ce que tu peux encore faire de l'assembleur sur un M1 ou l'équivalent? Ouais. Ils ont essayé de pousser un truc que j'ai détesté, qui était le bitcode, où ils recompilaient sur leur côté, chez eux, et ils viennent de décider d'en sortir, et je suis bien ravi pour que nous, on puisse continuer à optimiser, quoi. Okay. Donc là, ça, ils l'ont pas cloisonné, parce que d'habitude, ils sont plutôt tendance à... Ouais, non, ça... Non, parce que eux, ils veulent récupérer le pognon et ils veulent une bonne expérience utilisateur. Si si tu optimises mieux, c'est mieux pour leurs utilisateurs. Mais du coup, est-ce que c'est vous, parce que vous êtes VLC, vous avez accès à ces... Non, c'est global. Ok, canon. Donc du coup, on a parlé de beaucoup de sujets autour de la vidéo. Aujourd'hui, tu es sur un nouveau projet, donc toujours dans le monde de la vidéo. Donc il faut savoir, moi je passe mon temps à avoir des projets, tu vois, et c'est pour ça que ce que tu disais, c'est que tu me disais vidéo startups founder. En fait, moi je dois être entre le moment où je suis soit dirigeant ou président ou advisor technique de startup, tu vois, je dois être mandataire social de 7-8 boîtes. Et puis je suis advisor de 7-8 autres, quoi. Donc j'ai beaucoup de choses à faire. Et effectivement, j'ai monté plusieurs boîtes, et notamment cette année, qui était sur tous les sujets Web3. Et donc l'intersection entre la vidéo, qui est un sujet complexe et compliqué, avec le Web3, parce que il y a plein de choses à faire, il y a plein de conneries qui ont été faites. J'ai été assez vocal sur ce sujet, mais justement d'être capable, soit pour les gens qui sont dans le monde de la vidéo, aller vraiment sur les nouveaux sujets qui s'appellent Web3, whatever ce que ça veut dire, soit les gens qui sont dans ce domaine-là, qui veulent faire de la vidéo, parce qu'ils ont fait des photos, ils ont fait des trucs un peu en 3D, maintenant ils veulent arriver sur la partie vidéo. Et donc c'est deux sujets qui sont compliqués techniquement et complexes à regarder. Donc vraiment d'être capable, j'ai monté une boîte pour répondre à ces besoins. Ouais. Et puis il y avait une complexité que tu n'avais pas encore adressée dans la vidéo, il était temps d'aller mettre le doigt dedans, non peut-être? Ouais, pour moi, ouais, donc le sujet là, volumétrique métaverse, en tout cas sur la vidéo, est un vrai sujet. L'autre sujet, c'est ce dont on parle tout à l'heure, c'est vraiment tout ce qui est basse latence et montage vidéo en temps réel pour faire des consoles Twitch qui fonctionnent. Pour moi, ouais, c'est les sujets qui sont intéressants. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire sur tout ce qui est décentralisé et tout ce qui est nouveaux usages de la vidéo. Alors, maintenant, on appelle ça Web3 parce que c'est un bon nom, un bon mot marketing, et ça, il y a plein de choses dedans. Il y a plein de choses à jeter, il y a plein de choses à garder. Et donc, c'est assez marrant de bosser là-dedans. Mais du coup, le sujet de basse latence et de montage, c'est pas tant que ça spécifique au Web3. Tu vois, qu'est-ce que le Web3 apporte? Non, c'était quels sont les sujets qui m'intéressent en ce moment. Mais en même temps aussi, parce que dès que tu es, par exemple, dans le cas du métaverse, ou ce qu'on appelle des mondes virtuels, décentralisés ou pas décentralisés, non seulement tu as besoin d'avoir toute cette partie décentralisée sur la vidéo, mais en plus tu as besoin de basse latence, parce que tu veux que ce soit réactif. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas spécifique au... Enfin, c'est des sujets que tu peux trouver ailleurs que dans le Web3. Tout à fait. Mais en fait, tu as beaucoup de sujets qui se recoupent dans la vidéo. Et donc, pour creuser un peu ce sujet, donc... Cette nouvelle aventure. Il s'agit quoi? C'est de créer des NFT, créer un écosystème En fait, l'idée, c'est vraiment de faire plein de briques. Donc, c'est vraiment une boîte API oriented pour des devs, pour des entreprises, de faire plein de briques dont tu as besoin sur la vidéo et le Web3,
Il y en a qui seront utilisés que en vidéo et qui n'ont, comme tu l'as dit, pas nécessairement en Web3 utile. Il y a des briques qui sont l'inverse, qui sont vraiment... mais c'est de pouvoir ensuite faire des assemblages pour faire plein de produits. Un produit assez cool, c'est notamment pour des streamers ou pour des télés, d'être capable de faire ce qu'on appelle des digital collection, enfin tu vois, des digital moments rapidement et automatisés. On va faire un NBA Top Shot, faire ce que fait Powder, des choses comme ça, mais automatique. Tu es capable de voir les bons événements et de capable de les garder, soit pour toi, soit pour les repartager sur les réseaux sociaux. C'est un vrai sujet aujourd'hui, le repartage de vidéos live. Tu vois, tu fais un live, après tu vas le découper, tu vas le remettre sur YouTube, tu vas le remettre sur TikTok. Tu vois, c'est ça le monde. Et puis après, tu vas faire un mini extrait que tu vas envoyer sur Twitter pour que les gens viennent avec ton audience. Enfin, voilà, tout ce sujet-là qui sont... Qu'est-ce que tu fais de ta vidéo après qu'elle soit tournée? C'est un vrai sujet. Et être capable, pour que ce soit dans le buzz, dans le moment, il faut que ce processing soit très très rapide. C'est-à-dire que le meilleur moment de la finale de foot qui vient de se passer, dans 2 mois, tout le monde l'aura vu. Tu vois. Mais dans la minute, dans les 5 minutes, c'est un sujet. C'est un intérêt. Voilà. Donc, ça, c'est un des cas d'utilisation. On a plein d'autres cas d'utilisation. Et en fait, on a fait toutes ces bonnes briques qui te permettent de faire plein de ces produits. Pour le moment, on a lancé 2 produits, mais il y a plein d'autres produits à faire là-dessus. Ouais. C'est top, parce que moi, je suis en train de bosser sur... alors, pas équivalent, parce que ça serait plutôt de bosser par effectivement des fournisseurs comme vous, mais on est en train de chercher une solution pour une salle de concert qui veut chercher des moyens pour que les gens arrêtent de regarder un concert à travers l'écran de leur téléphone parce qu'ils filment de manière dégueulasse du coup un concert qu'ils partagent. Du coup, t'as les artistes quand même qui en ont marre de se dire que la majorité des vidéos de leur prestation live, c'est des vidéos filmées par un téléphone, par quelqu'un qui ne sait pas filmer, avec un capteur qui est dégueulasse. Qui est pourri, ouais. Et du coup, la vidéo est regardable. Et du coup, l'idée, il y a des salles de concert qui cherchent des moyens de limiter ça. Et une des solutions, c'est de filmer la performance et de diffuser de manière automatique sur le téléphone de tout le monde en disant tiens, regarde, là, on t'a fait un petit morceau du show et tu le shootes. On a toutes les briques pour faire ça. C'est typiquement, c'est justement comment tu fais, je vais l'appeler des dérivés, mais comment tu fais des dérivés d'un live et rapidement. Parce que la raison pour laquelle les gens ils filment, c'est pour montrer à leurs potes en live. Si tu leur donnes déjà un truc au bout de 20 secondes, 20 secondes après, ils vont dire en fait, je pourrais le repartager. Tu vois, et ils cliquent et ils repartagent. Plutôt, c'est insupportable. Enfin, là, aujourd'hui, tu regardes des films des salles de concert, tu as 20 000 personnes, tu as 10 000 téléphones en hauteur. Putain, c'est vraiment nul, quoi. Alors, tu me diras, moi, ça fait longtemps que je ne suis pas allé au concert, justement, en live, mais je crois que c'était quand même mieux avant les téléphones. Et donc, voilà. Donc, tous ces vrais sujets qui sont la performance, le live, les concerts, tout ce qui est streaming, tout ce qui est événements sportifs. Il y a plein de choses à faire en temps réel, de redistribution, de revalorisation, de monétisation et de décentralisation. Et nous, c'est ce qu'on fait. Alors après, tu l'appelles Web3 ou pas, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de définir ce que c'est le Web3. Mais il y a des idées en dessous, et en tout cas, c'est un des trucs qu'on fait. Okay. Et du coup, il y a une vocation de pouvoir diffuser après ces vidéos dans un métaverse en particulier ou... Alors, une des utilisations, c'est effectivement de l'ownership d'assets pour un métaverse. Mais tu vois, par exemple, une des briques qu'on a développées, et c'est le truc le moins sexy au monde, c'est un media asset management qui est prêt pour gérer des systèmes décentralisés, crypto ou pas crypto, NFT ou pas NFT, et vraiment un truc qui soit assez abstrait pour être capable de gérer tous ces cas-là. Ça t'a pas hyper excité que je te raconte ça. Mais c'est un truc qui est fondamental, que tu peux utiliser énormément. Ouais. Alors justement, tu parles de cette notion d'exciter les gens ou pas avec ces sujets-là. Ce que tu nous as décrit quand même, c'est un monde avec un niveau technique effectivement assez élevé. On disait en début d'épisode cette complexité et complication du sujet. Comment tu fais pour recruter sur un truc pareil? Est-ce qu'il y a suffisamment de gens qui connaissent déjà ces sujets-là? Non, mais c'est simple. Moi, je recrute des gens autonomes avec un petit peu de, je vais pas dire de sens commun, parce que le sens commun, c'est pas défini, mais un peu de sens pratique, et qui ont pas peur. Il y a trop de devs, ils ont peur. Ah mais non, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, essaye. Et après, je les forme. Et c'est vrai que, par exemple,
former quelqu'un pour qu'il soit efficace sur VLC, ça prend 1 an et demi. Hein. Bah, en fait, la moitié des devs qui me disent ouais, je veux faire du bas niveau, ils savent pas ce que c'est un thread. Tu vois, déjà, ça va être difficile, quoi. Et à un moment, tu peux pas juste te plaindre. Ce que font beaucoup de gens dans la vidéo, ils disent en fait, bah, tu formes les gens, hein, tu fais des formations. Je fais pas mal. Moi, j'ai besoin de gens qui n'ont pas peur de penser, qui ont une tête bien faite. Après, moi, le verbiage et le blabla sur la vidéo, ça s'apprend, quoi. Ouais. Mais il faut vouloir. C'est un métier comme un autre au final. C'est un métier. Ouais, c'est un métier comme un autre. C'est pas si difficile. Faut pas avoir peur de passer du temps. Mais du coup, tu testes quoi en entretien? C'est des bonnes questions. Donc moi, je déteste les entretiens techniques qui sont bachotables. Ça n'a aucun intérêt. La seule chose que ça te prend, c'est des drones multipliables. C'est vrai, c'est bon pour des boîtes qui n'ont rien à faire de leur dev et qui s'en foutent. Google, Facebook, tout ça. Ils veulent juste des développeurs interchangeables qui pousseront 50 lignes de code dans l'année. Donc ça m'intéresse pas du tout. Surtout, ça se bachote. Moi, je pose des questions qui sont des questions d'ordre général, qui me voient notamment la curiosité de la personne. L'exemple classique que je donne, c'est je recrute un dev web, donc TypeScript, JavaScript, etc. Et la question que je lui pose, c'est une question de réseau. C'est est-ce que le HTTP, c'est au-dessus du TCP ou de l'UDP? J'ai pas besoin d'une réponse qui sort du Tannenbaum parfaite. Hein. En fait, je veux juste voir si le mec, quand il est tapé, il s'est quand même à un moment tapé JavaScript ou React, il allait sur Wikipédia, le premier lien c'est transporté au-dessus de HTTP. Quand tu cliques HTTP, la première chose qu'on te dit, c'est du TCP, quoi. Et normalement, si le mec est un peu curieux, il a cliqué. Voilà, je lui demande pas de me définir comment ça marche le synhack. Je lui demande juste d'avoir été suffisamment curieux pour être allé jusque-là. Et pareil, par exemple pour le C++, je pose une question un peu vache de syntaxe sur les classes virtuelles pures. Genre, au lieu de mettre égal 0, est-ce que tu peux mettre égal nul? C'est une question qui n'a aucun sens. Et normalement, les gens un peu intelligents, ils vont dépiler, ils vont dire ah ouais, alors attends, en fait quand c'est égal 0, ça veut dire que c'est virtuel pur. Ah ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah ça veut dire que tu peux pas l'abstraire, tu peux pas l'instancier, il faut que tu fasses une sous-classe. Et en fait, tu vois tout de suite si le mec il a compris ce que c'était un développement objet. Mon but, c'est pas vraiment que le mec il connaisse la norme, c'est que il arrive et qu'il était un peu curieux et qu'il soit pas juste j'ai codé comme ça, quoi. Et en fait, c'est comme ça que tu trouves les meilleurs devs, c'est des gens qui sont. Alors c'est sûr, il y a un niveau technique qui est élevé, hein, mais tu veux des gens qui ont envie. Et moi, je préfère avoir des gens qui ont envie, qui sont curieux. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à apprendre que si t'es pas curieux, en fait, tu vas être perdu. C'est marrant que tu prennes cet exemple avec TCP et UDP, c'est que nous, on fait des extraits de ce podcast qu'on met après sur tous les réseaux sociaux. Et il y a quelques temps, j'ai un extrait qui a cartonné, parce que je recevais Geoffrey, qui est lead dev de l'équipe Android chez Deezer. Et dans la vidéo, en fait, il commence en disant que un drame qu'il a, c'est qu'il n'y a quasiment plus aucun dev qui connaît la différence entre TCP et UDP. Alors, Geoffrey, donc, c'est bien lui. C'était un dev chez nous avant, c'est moi qui l'ai recruté, et je pense que je lui ai posé la question, justement. Et donc la vidéo a buzzé, parce qu'en fait, notamment sur TikTok, je crois qu'elle a fait aux alentours de 70 000 vues, ce qui est beaucoup pour mon podcast. Parce qu'en fait, dans les commentaires, il y avait pléthore de devs qui expliquaient qu'eux, ils n'ont pas besoin de savoir la différence entre TCP et UDP, parce qu'en fait, c'est des couches qui sont très basses par rapport à eux, et quand tu fais du React, tu n'en as pas besoin. Le problème, c'est que c'est faux. Je suis d'accord. Le problème, c'est que c'est faux. D'abord, ils ont totalement tort. Ensuite, Geoffrey, c'est comme ça que j'ai recruté Geoffrey, donc ça me fait plaisir qu'il en ait reparlé. C'est faux parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu as une techno qui arrive qui est HTTP3. HTTP3, c'est au-dessus de Quick. Quick, c'est réimplémenté au-dessus de l'UDP. Et il y a des vraies raisons pour le faire. Et ça a des implications sur la façon dont tu fais tes WebSockets et surtout du rendering de ta page web. C'est-à-dire qu'un des problèmes, c'est le problème qu'on appelle le TCP and offline, qu'on a essayé de régler avec le HTTP2 et qu'on n'a pas réglé. Or, quand tous tes assets ils arrivent dans le mauvais ordre, l'expérience utilisateur pour ton app, elle est différente. Donc, on ne demande pas de connaître le header UDP de façon stupide quand tu as fait un cours de réseau, c'est sûr. Mais on te demande juste d'avoir un tout petit peu de connaissances. Et voilà, un peu de connaissances réseau, ça veut dire quoi? Un peu comprendre ce que c'est un OS. C'est quoi un thread? Je te demande pas de connaître les cancellation points de POSIX.
Je te demande juste de t'être posé la question de ça veut dire quoi un thread ? Qu'est-ce qui se passe dans ton PC ? Et c'est comme ça que tu vois des devs qui sont hors gabarit, comme des mecs comme Geoffrey, des mecs normaux. Et c'est sûr que moi, sur VLC, je recrute dans le top 10, top 15%. Mais tu vois, par exemple, très souvent, moi, j'ai des alternants qui sont très jeunes, qui connaissent vraiment pas grand-chose, qui sont à 42, qui sont à Epitech, mais tu sens qu'ils ont l'envie. Ben, je les recrute. Parce qu'en fait, il faut y aller. Moi, je le vois aussi. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas recruté de dev, mais moi, j'avais un espèce d'indicateur sur comment ça allait se passer avec un dev dans l'équipe, sur la durée de l'onboarding. Et je sais que ça peut paraître con en fait, mais j'étais plus confiant avec un dev où j'avais un onboarding qui durait 3 jours qu'avec un dev où l'onboarding va durer une demi-journée. Parce qu'en fait, ce qui m'est arrivé, ça m'est déjà arrivé de faire un onboarding qui durait une demi-journée. Parce qu'en fait, c'était un petit jeune que j'avais à côté de moi, il m'a posé quasiment aucune question. Donc je lui déroulais le fonctionnement, la structure, le framework et compagnie. Quasiment aucune question. Oui, tout est clair, aucune question. Et du coup, en une demi-journée, en fait, j'ai parcouru le truc, quoi. Alors que j'ai une autre dev qui a rejoint l'équipe. Je te jure, elle me posait tellement de questions, à me dire, mais du coup, pourquoi ça marchait là, ok, là, qu'est-ce qui se passe, machin. Et du coup, on creusait tellement de trucs que, au final, on a mis 3 jours à couvrir tout le truc. Et en fait, cette nana, elle nous a fait un taf d'exception, quoi. Elle était vraiment douée, quoi. Alors, ça, j'entends bien. Moi, ça marche pas pour moi, du tout. Parce que, en fait, je recrute beaucoup de développeurs qui sont vraiment du côté très, très, très geek et très, très, très nerd. Et donc, en fait, il y a beaucoup de timidité qui joue, surtout quand c'est moi qui parle. Donc, c'est débile, hein, mais en tout cas... donc, en fait, moi, c'est pas les onboarding, c'est en fait sur le nombre de questions au bout d'une semaine ou deux. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'ils se détendent. Et une fois qu'ils se sont détendus, finalement, c'est qu'un job comme un autre. C'est pas si compliqué d'écrire de l'assembleur ou d'écrire du C. Et de voir, en fait... donc, après, moi, je sais que c'est spécifique, mais c'est vrai que la durée de l'onboarding, c'est pas une variable que je peux utiliser. Par contre, le nombre de questions au bout d'une ou deux semaines ou deux, c'est-à-dire en fait, une fois que tu reviens, tu fais bon, alors c'est quoi tes questions ? C'est là que tu peux avoir justement voir où ça va. Ok. Tu as touché du coup à beaucoup de sujets de la vidéo, à beaucoup d'aspects techniques de la vidéo. Si demain un constructeur vient te voir et te dit JB, on aimerait te confier la réalisation d'une caméra ou d'une télé, donc tu vois, une step encore plus loin de toute la chaîne que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà quelques idées de ce que tu aimerais changer par rapport au matos actuel ? Si je faisais une télé, je ferais une télé qui est pas smart. Ouais. C'est insupportable leur putain de smart télé. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, zapper une chaîne, c'est plus lent que quand tu étais en analogique. Allumer ta télé, d'abord, je parle même pas quand il y a des updates, c'est lent, ils mettent plein de trucs. Moi, la télé dont je rêve, c'est une télé où juste en fait, t'as une encoche sur le côté où tu peux mettre une sorte de Apple TV, d'Android Box que tu peux changer tous les 2-3 ans. Mais que le reste, ça soit vraiment un switch HDMI. C'est Samsung qui a sorti ça. Pendant un moment, ils avaient les télés où tu avais l'unité centrale. Ouais, mais elle était tellement propriétaire, ils l'ont pas mis à jour que ça servait à rien. Voilà, les caméras, c'est vraiment un sujet trop loin. Tu vois, c'est con, hein, mais c'est trop loin de mon sujet. Je suis nul en, enfin je suis pas nul, je suis nul en optique. Voilà, okay. Je suis nul en optique, j'y comprends. Mais sur le capteur par exemple, et sur le passage du capteur au. Ouais, mais est-ce que c'est encore la caméra ? Tu vois ? Est-ce que t'es pas dans le firmware ? Mais ça, par exemple, le firmware, vous êtes amené à toucher un peu à ces notions de firmware ou... Assez peu, heureusement. Sur les télés plus, tu disais ? Non, en fait, nous, on dit on n'a pas le droit de faire ça. Donc, on fait que... On travaille... Parce qu'en fait, tu rentres dans des problèmes de garantie, de choses comme ça. Donc, par exemple, tu aurais des façons, par exemple, d'injecter du code dans certains drivers. On l'a déjà vu sur NVIDIA. On le fait pas. Ça, tu ouvres un capot que tu peux jamais vraiment gérer. Et puis, surtout, tu casses la garantie. Si ça ne marche pas, c'est les gens, ils viennent te sauter dessus. Donc, non, ça je... Ouais. Après, tu réponds on, parce que du coup, j'imagine que tu réponds au nom de VLC, mais peut-être que toi, JB, il y a des choses que tu auras envie de faire sur cette partie firmware Ouais, moi, un des firmware sur lequel j'ai déjà joué et je jouerais bien, c'est tout ce qui est sur les cartes réseau. En fait, il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est lié à la vidéo, mais sur les CDN, qui est de processer plus de choses dans les vidéos.
Mais je dois avouer qu'aujourd'hui, les technos, si on rentre dans les technos un peu bas niveau, celle qui m'amuse le plus, c'est tout ce qui est eBPF, c'est-à-dire de l'injection de programme dans le noyau Linux, qui te permet, c'est une sorte de, je sais pas comment, une sorte de scripting dans le noyau Linux, qui te permet de faire tourner les choses dans le noyau, mais qui est ton code à toi. L'avantage, c'est qu'en fait, évidemment, tu évites tout ce qui est context switching, quand tu passes de kernel land à user land. Donc, tu vois, encore un truc où il y a plein de devs, ils comprennent même pas la complexité d'un appel de système, d'un syscall. Tu vois, non, mais en fait, quand on fait des millions des syscalls, c'est important. Et donc, être capable de faire des trucs en fait sur le kernel, dans le kernel Linux, sans coder le kernel. Donc, tu as un kernel qui tourne, tu injectes des programmes et des scripts. Ouais, c'est ça, je trouve ça marrant. Est-ce que c'est du firmware ? Je crois pas trop. Mais voilà. Et ouais, il y a des choses sur les. Surtout, moi, j'ai déjà joué un petit peu pour déloquer des fonctionnalités des cartes Nvidia qui. Enfin, tout est dans le chip, c'est juste bloqué par firmware. Ça me fatigue beaucoup. Donc, ouais. Ok. Donc tu descendrais dans des couches. Alors, j'aurais du mal à les catégoriser comme étant bas niveau parce que comme tu fais de l'assembleur, au final, c'est presque une couche haut niveau pour toi. Mais je sais pas. Parce qu'en fait, ton assembleur, en fait, tu tournes toujours dans le process, dans ton process. Donc en fait, finalement, c'est quand même ton kernel qui est en dessous. Ouais. Tu es plus proche du CPU, mais tu es quand même au-dessus du kernel. Donc ton kernel, il peut toujours t'envoyer balader. Top. J'aurais 2 dernières questions pour toi, JB, pour terminer cette conversation. Allez, vas-y. La première, c'est est-ce que tu aurais une ressource à partager, tech ou non tech, livre ou vidéo ou une chaîne YouTube, ce que tu veux. Le nom du vent de Patrick Rothfuss. C'est un des meilleurs livres ever. Le nom du vin ? Du vent. Ah là. Dame of the Wind de Patrick Rothfuss. Top. C'est une fiction ou un... Ouais, c'est une fiction totale. Ok. Bah écoute, on mettra en lien de cet épisode. Et dernière question, quelle est la question rituelle de ce podcast ? Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Je comprends même pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse répondre tabulation à cette question. Ces gens, il faut les brûler. Alors oui, donc moi, comme tu vois, j'ai été éduqué... un choix bien arrêté. Voilà, j'ai été éduqué à la Vim, sous Linux. Quand j'ai commencé à toucher du Linux, on était dans un kernel 2.2, 2.4. Donc il y a un bout de temps... démarrer un serveur X, parfois c'était sportif, surtout au passage du kernel 2.6. Donc ouais, moi j'ai Vim, des espaces. En fait, les tabulations, c'est embêtant parce que tout le monde les rend de façon différente. Donc en fait, en fonction de là où tu n'as pas le même rendu. Alors sache que sur les 200 et quelques devs qui sont passés à ce micro, la répartition est de 60-40. Mais merde. Je ne te dirai pas dans quel sens la répartition penche. Dis donc, bon... Moi, des espaces et du Vim. Très bien. Merci beaucoup, JB, pour cet échange. Je te remercie. Et merci à tous d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Voilà, discussion passionnante. Donc, c'était le dernier enregistrement de l'année. Donc, vous l'écouterez forcément en janvier. Donc, je vous souhaite une très bonne année 2022. Pleine de films, pleine de vidéos, pleine de... Pas de questions. Pleine de photos. Alors, les questions, on les fera sur le live juste après. Là, on termine du coup la partie replay. Voilà, merci à tous, en tout cas, pour cette année 2022 riche, avec plein d'épisodes, plein de rencontres, plein de découvertes, plein de nouvelles choses. Donc, merci à tous pour ça. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.